Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de notre lien à la nature. Quelle est notre place dans l'univers? Sommes-nous encore capables de nous connecter vraiment à notre environnement? Serions-nous capables de regarder la nature avec un œil totalement vierge de tous les savoirs de notre époque? Comment mettre le regard scientifique au service du vivant? Est-il possible de concilier notre bagage scientifique et technologique avec la rencontre directe avec la nature? Donc autant de questions que je me pose assez régulièrement et qui pour moi sont importantes parce que je pense que la manière dont on vit consciemment et inconsciemment notre lien avec notre environnement, direct, proche et plus lointain, enfin, en tout cas, notre environnement social, notre environnement naturel, parce que les 2 se superposent et s'entrechoquent, s'entremêlent, et bien, je pense que ce lien, cette manière dont nous le vivons, influence beaucoup notre état d'esprit, et notre bien-être d'une manière totalement directe puisque, si nous nous sentons menacés par notre environnement, nous allons développer plus facilement, des angoisses, des peurs, des insécurités et un certain mal-être, une certaine culpabilité à se sentir, vivre dans ce monde, destructeur. Et donc, mon propos, c'est vraiment d'essayer de renouer avec ce rapport direct avec la nature. Alors c'est pas à dire: «Voilà, moi je veux vivre comme les Mormons et je fais abstraction de tout ce qui se passe, actuellement, je veux tout faire moi-même» et cetera. Ça pourrait être ça, mais là, c'est pas tellement ça, c'est vraiment, pour moi en tout cas, et bien retrouver ce regard, direct, ce rapport direct avec la nature, comme si on la découvrait pour la première fois et être capable de se demander: «Mais, quelle est la signification? Quels sont les symboles? Que signifie, le règne animal, le règne végétal, le règne minéral? Quelle est notre place au milieu de tous ces règnes, au milieu de cet environnement?» Et au lieu de voir l'homme comme un être destructeur, ce qui est quand même beaucoup le cas actuellement, eh bien essayer de concevoir la place de l'être humain différemment qu'à travers la destruction, puisque c'est quand même ce qu'on peut retenir beaucoup en ce moment. Et pourtant, il n'y a pas du tout que cette manière de voir les choses et de vivre les choses qui pourrait être possible. Donc sans forcément nier, l'époque dans laquelle nous sommes et sans vouloir, forcément retourner vivre totalement dans une vie, du passé puisque de toute façon ce bagage technologique nous l'avons, et même ces technologies que nous n'utilisons pas forcément, nous avons la conscience qu'elles existent. Nous avons la conscience aujourd'hui que la nature peut être dénaturée et rien que cette conscience nous éloigne de nos ancêtres qui avaient vraiment un lien direct avec la nature. Donc au-delà de ce qu'on peut vivre au quotidien, retrouver le rapport, sacré quelque part, sans y mettre un point de vue religieux, mais retrouver vraiment, ce lien pur en fait de l'homme à la nature, comme si on le découvrait pour la première fois sans les filtres, des livres, des savoirs ou alors s'appuyer sur les livres pour retrouver encore plus ce lien direct. Essayer vraiment de prendre conscience, de prendre la mesure de notre chance, de la gratitude qu'on peut ressentir pour, tout cet environnement et par l'observation directe et juste, par des réflexions d'observation, liées à l'observation, hem, et bien se rendre compte combien la nature en fait, a tout ce qu'il faut pour nous, sans que nous ayons besoin de la dénaturer, de la triturer, de vouloir, construire un monde parallèle à la nature. En fait, c'est vraiment avec la nature qu'on doit construire ce monde. Donc, il y a des démarches par rapport à ça à travers, les technologies liées au biomimétisme et quelque part, si on regarde bien, toutes les technologies actuelles sont tirées du biomimétisme, de près ou de loin, puisque de toute façon, notre premier rapport, notre premier repère, en fait, c'est la nature et tout ce qui vole, le fait de gravir, comment dire? D'aller gagner le royaume des cieux, à travers les avions, ben, on s'est inspiré des oiseaux. Tout est inspiré de la nature, en fait, dans nos technologies, de près ou de loin et notamment au niveau de la médecine.
les antidouleurs, les antiviraux, etc. sont dérivés en fait de la chimie de la nature. Et c'est quand même assez incroyable de voir que dans la nature, en fait, des plantes sont capables de nous soigner. Après, il faut bien connaître la science des plantes pour que cette guérison, enfin pour qu'elle soit bénéfique et non néfaste. Ça demande beaucoup de connaissances, mais quelque part, tout est là. Et après, c'est à nous de l'utiliser d'une manière adéquate. Alors, je suis pas en train non plus de dire que la chimie, c'est mal, mais peut-être une question de degré, une question de savoir qu'à des moments, la chimie peut être bien pire que la nature et que la nature est capable de soigner aussi des choses que la chimie n'est pas capable de soigner. Donc, je vais vous présenter quelques réflexions qui sont tirées de savoirs anciens ou de regards, on va dire, antiques, anciens. Regard animiste, regard taoïste, la Chine ancienne, la Chine antique, la médecine traditionnelle chinoise, les Tibétains aussi qui ont une grande tradition de travailler avec les énergies du cosmos, des éléments, qui ont beaucoup de pratiques liées à ça. Du yoga également, des Esséniens également. Je m'intéresse un peu à la vision essénienne qui tient vraiment compte de la nature, des éléments, et pareil, qui a développé beaucoup de pratiques pour intégrer dans dans notre quotidien, intégrer des pratiques pour réharmoniser jour après jour notre corps physique, énergétique, émotionnel, grâce à une reliance aux éléments, à la nature, aux énergies environnantes pour pouvoir les utiliser pour se réharmoniser. Et plus que jamais, on en a besoin puisque le rythme de notre société, de notre monde actuel ne respecte pas du tout le rythme de l'humain. Et donc, nous avons vraiment besoin de ce retour aux sources plus que jamais, au, au, au risque de perdre notre santé, de perdre notre bien-être, de perdre nos repères en fait, et vraiment de rentrer dans un grand mal-être comme pas mal d'humains actuellement traversent à un moment donné de leur vie des périodes pas faciles, hein. Donc, alors, je me suis intéressée aux différents règnes. Il en existe d'autres, mais moi je vais me concentrer là sur le règne végétal, animal, minéral, mais surtout végétal. Et quelle est notre place? S'interroger, alors j'ai pas de réponse, mais quelques éléments de réflexion pour essayer d'alimenter les réflexions, pour savoir mais quelle pourrait être notre place au milieu de la nature, au milieu de ces différents règnes, euh, dans un monde idéal. Imaginons. Mais déjà, le fait d'intégrer une vision différente de notre environnement, de notre lien à notre environnement, peut apporter beaucoup de bien-être sans forcément que notre société soit calée sur ce modèle. Donc déjà, imaginez que vous redécouvrez votre environnement pour la première fois. Vous observez les arbres, vous observez le ciel, sur le sol, vous observez de l'herbe, vous observez des plantes, un foisonnement de quantité, d'espèces, de couleurs, d'odeurs, de formes. Et puis toutes ces formes, toutes ces odeurs avec le vent prennent des aspects différents en fonction de la saison, en fonction du temps. Tout ça est vraiment fascinant en fonction de la manière dont le soleil se montre ou se cache à nous. Tout ça est vraiment absolument fascinant et on voit aussi des rochers, on voit donc le règne minéral avec des cailloux qui sont parfois brillants, qui ont l'air de cailloux magiques. Et puis on voit des animaux de toutes formes qui ont des pouvoirs, chacun différents. Donc dans le mythe de Prométhée, on explique qu'au moment de la création des êtres vivants sur Terre, Prométhée et son frère ont dû distribuer plein d'attributs aux êtres vivants, donc animaux, donc les êtres vivants qui bougent, qui se meuvent sur la Terre, donc les animaux et les humains, parce qu'on a ce point commun avec les animaux. Et donc, ils devaient distribuer des griffes pour se défendre, des dents, des longues canines pour manger la viande, et puis mordre leur adversaire pour se défendre aussi.
la fourrure pour se défendre du froid en hiver, etc., etc. Et puis à la fin, en fait, ils ont tout attribué à tous les animaux et il ne restait plus rien pour l'être humain. Et donc Prométhée a décidé d'aller voler le feu des dieux pour le donner aux humains, qui n'ont ni griffes, ni fourrure, ni canines acérées pour manger de la viande, enfin pour croquer dans, dans tout animal qui peut venir les attaquer. Donc, ils sont allés voler le feu des dieux. Pour l'humain, ça veut dire quoi? Moi, je trouve ça magnifique, cette histoire, parce que ça veut dire que l'humain, il est faible, en fait. Il est faible, il n'a pas de griffes, il n'a pas de fourrure, il n'a pas d'attributs pour se défendre. Il a besoin, mais par contre, il a l'intelligence, il a la conscience pour se fabriquer une maison, pour utiliser les outils de la nature, pour se protéger et pour se créer un espace de vie qui lui convienne. Donc, on ne peut pas nier que l'humain n'est pas un animal. Il a un côté un animal, mais ça n'est pas le seul aspect de sa personnalité. Même si on voulait revenir à l'état le plus naturel possible, nous ne serions jamais que des animaux. L'humain, il a accès à une conscience, il a accès à des savoir-faire, à une finesse dans la réalisation, le fait d'utiliser ses mains pour faire des choses et d'utiliser son cerveau, qui est complètement différent de tout le règne animal. Eh bien, on ne peut pas nier, en fait, on peut pas dire on peut pas dire non plus que l'animal est supérieur à l'homme. J'entends parfois ça, mais pour moi, non. Enfin, de toute façon, c'est pas une question d'être supérieur ou inférieur, c'est juste que on est différent. Mais comment doit-on honorer notre différence? À mon avis, pas forcément de la manière dont on le fait actuellement, de manière sociale, globale, pas dans la destruction, mais justement dans le respect de ce qui nous entoure, essayer de trouver notre place dans l'écosystème, utiliser ce que la nature met à notre disposition, mais avec parcimonie, avec respect et pas dans comment dire, oui, un esprit de destruction, de profit, sans valeur, sans conscience, parce que l'homme a une conscience, mais encore faut-il qu'il la place au bon endroit, qu'il l'utilise, hein. C'est pas toujours le cas. Donc, que nous évoquerait, donc si on redécouvrait la nature pour la première fois, qu'est-ce que tout cela nous évoquerait? Moi, je trouve c'est intéressant de se mettre à la place juste à un moment donné, ça ne veut pas dire toute la vie, mais ça veut dire à un moment donné, régulièrement, se mettre à la place d'un être humain seul sur Terre, qui découvre tout ça, et qu'est-ce qu'il voit derrière ces symboles, derrière ces formes, euh, qui essaye de découvrir la nature, les arbres, les formes, tout ça, à travers ses 5 sens, l'odeur, la vue, le toucher, euh, l'odorat, le goût, et puis qui expérimente et qui s'aperçoit qu'en fait les plantes peuvent le guérir quand il est malade. Comment ça se fait que ces plantes ont été mises dans notre jardin? Comment ça se fait qu'on a des plantes pour nous nourrir? Donc, les réponses un petit peu que j'ai pu trouver, alors c'est pas exhaustif, mais voilà, ce sont des pistes, sans aucune volonté d'exhaustivité ou de présenter une réponse hein, particulière, mais voici quelques pistes. Alors, le monde animal, le monde végétal, le règne végétal. Déjà, j'aime bien parler de règne parce que ça donne vraiment toute son importance à cette forme d'existence qui est celui du règne végétal. Donc, comment il se présente, le règne végétal? Ben, souvent très enraciné dans la terre, toujours en contact avec la terre, implanté à un endroit. Hein, c'est pas comme les animaux et les humains. Le végétal ne bouge pas, il s'implante à un endroit, il pousse, il part de la terre et il s'élève vers le ciel. Et il communique d'une manière très subtile puisqu'il ne bouge pas, ou il bouge très très lentement. Le rythme du végétal, du monde végétal est extrêmement lent. Il fait écho à notre système végétatif, donc tous les mouvements que nous ne contrôlons pas, notre digestion, notre respiration, notre rythme cardiaque, etc. etc. Donc c'est vraiment notre système végétatif pourrait ressembler quelque part
au rythme des végétaux qui poussent très lentement. Donc c'est un mouvement presque invisible, imperceptible, mais on le voit avec le temps en fait. Donc le monde végétal nous apprend la patience, nous apprend à revenir à ce temps, à ce rythme qui est celui de notre monde intérieur. Alors je ne dis pas forcément qu'on doit passer notre vie au rythme d'une fleur, mais en tout cas, c'est intéressant de s'y connecter à ce rythme-là régulièrement parce que je pense vraiment que c'est le même rythme que notre rythme intérieur, digestion, etc. Donc nous aussi, on a notre côté végétal. Alors, pour les Esséniens, on dit que le règne végétal est notre système immunitaire et notre système de protection, puisque les plantes sont capables de nous guérir de virus, de maladies, etc. Et notre protection, puisque les arbres, les plantes absorbent la pollution, le gaz carbonique, et donc assainissent l'air que nous respirons. Ils nous protègent, ils créent l'environnement, les conditions pour que nous puissions vivre en bonne santé, pour que nous puissions respirer un air pur. D'une certaine manière, ce règne est à notre service. Nous devons bénéficier de ces services avec respect, dans une dynamique d'échange, de remerciement. Le règne végétal éveille les humains au subtil, à l'invisible, à travers des signes, des odeurs, des messages, des symboles. C'est de cette manière dont s'exprime le règne végétal. Et on voit bien aussi, il y a des études qui ont été faites scientifiques, parce que c'est intéressant de ramener aussi le regard de la science, mais au service de la reconnexion au vivant. C'est-à-dire que le végétal, il est capable de s'adapter aussi à son environnement, de capter, par exemple, si des animaux viennent le saccager, lui manger trop de ses fruits et de ses feuilles, eh bien, il est capable de sécréter une substance qui va nuire, qui va voir tuer ou rendre malade les animaux qui viennent le saccager. Donc on le voit, même les odeurs des fleurs sont souvent aussi des réactions pour exprimer des choses aux animaux ou aux insectes qui viennent les visiter. Donc le règne végétal communique beaucoup par symbole, puisque il ne s'exprime pas avec des mots, il ne s'exprime pas avec des mouvements, avec du mime, il ne se déplace pas, il est statique, il est immobile, il évolue très lentement. Et donc, il s'exprime par les formes, par les couleurs, par les odeurs. Et il s'avère que ces signaux-là, nous sommes capables de les recevoir, puisque nous avons des yeux pour les voir, nous avons un nez pour sentir, et nous sommes très très sensibles aux odeurs de la nature. Et nous sommes capables aussi, nous sommes doués d'un sens d'interprétation des symboles. Et en parlant d'interprétation des symboles, il est quand même très très intéressant de voir que beaucoup de feuilles ou les ramifications des feuilles des arbres ressemblent étrangement à une main. Les branches des arbres ressemblent étrangement à des poumons. En plus, ce sont les branches des arbres qui viennent purifier l'air que nous respirons. On a quand même pas mal de similitudes, en tout cas de comparaison à faire entre le règne végétal et l'humain. C'est quand même assez troublant. Certaines feuilles de certaines plantes ressemblent à des cœurs. On peut voir pas mal de similitudes, peut-être que le mot est fort, en tout cas des comparaisons. Et l'idée du jardin, donc le jardin c'est là où on plante, où l'humain en fait vient utiliser le végétal pour le faire pousser d'une certaine manière. Alors le jardin d'Éden, par exemple, ça, il n'y a pas forcément la main de l'homme qui intervient non plus. Donc le jardin peut avoir plusieurs sens, mais ce mot jardin, il est utilisé dans beaucoup de mythes, dans beaucoup d'images, dans beaucoup de contes, dans la représentation aussi qu'on peut se faire de comment c'était avant, puisque avant le monde était un immense jardin avec aussi beaucoup de forêts en fait. C'était des jardins, des forêts quoi. La superficie qu'occupaient les forêts avant sur notre planète, c'était énorme, c'était immense. Donc l'univers dans lequel évoluaient par exemple les Celtes ou d'autres peuples
n'avait rien à voir avec celui dans lequel on évolue aujourd'hui. C'est vraiment intéressant de se rendre compte de ça et donc forcément, leur référence, c'était pas, à quelle heure je prends l'avion, à quelle heure je prends le train, à quelle heure je prends le RER, quelle route je prends avec ma voiture pour aller à tel endroit, pour aller bosser ou je ne sais quoi. C'était, leur référence, c'était vraiment les arbres, les fleurs, les plantes, c'était vraiment ça, quoi. Il n'y avait pas trop d'autres alternatives et ils n'avaient pas d'interférence avec des technologies qui dénaturent la nature. Alors sans tomber non plus dans un sentiment d'injustice par rapport à l'époque que nous vivons, puisque, comme le pensent les bouddhistes, tout est parfait, même les pires des horreurs, façon de parler, mais d'un point de vue spirituel et d'un point de vue historique, tout est parfait puisque l'humanité a besoin d'en passer par tout ça pour son évolution. Quelque part, c'est un peu inscrit dans toutes les traditions aussi, hein. L'humain a besoin d'en passer par des excès, par ces excès-là, les excès de la production à outrance, aller jusqu'au bout de ses capacités en termes de science, en termes de technologie, jusqu'à l'absurde. Peut-être pour dessiner les contours de son identité et pour en percevoir les limites et pour savoir peut-être un peu plus qui il est. Espérons que au bout de cette période reviennent des considérations, des manières d'être, des manières de concevoir la société humaine qui soient plus justes, plus harmonieuses avec l'environnement. En tout cas, pour le moment, c'est ce que nous traversons et nous ne pouvons pas interagir, nous ne pouvons pas choisir en fait. Nous ne pouvons pas intervenir sur les choix qui sont faits en termes d'énergie, etc. Et à moins de s'enfermer, de devenir mormon, ce qui peut être un choix aussi, mais en tout cas, nous sommes tributaires en fait de ces choix, puisque nous utilisons ces outils tous les jours, hein. L'humain tout seul, c'est difficile, hein, pour un humain tout seul de fabriquer tout ce dont il a besoin. Et puis, sachant qu'aujourd'hui, on a la capacité de se déplacer, de vaincre les lois du temps, de l'espace, c'est incroyable. Donc tout ça, je pense, est très positif et je pense que c'est quelque chose à vivre. Et je pense que nous sommes incarnés dans cette période pour une raison et que je pense qu'il ne faut pas refuser tout en bloc. Par contre, il y a une manière, il y a des limites aussi. Je pense qu'on n'est pas obligé de tout cautionner non plus et on peut, à travers ces technologies, trouver son chemin, ne pas dire oui à tout, prendre et essayer de mettre en place des manières de faire qui soit un peu plus raisonné, éthique, tant que c'est possible, hein. Donc pour revenir au monde donc végétal et l'idée du jardin. Donc bon, on a le jardin d'Éden, le jardin primitif en fait, hein, qui représente l'abondance de formes, l'abondance d'espèces, l'abondance de la vitesse à laquelle le végétal aussi crée, produit. Donc l'idée que le végétal est au service de l'humain. Encore faut-il le traiter avec respect. Euh, et donc dans l'idée du jardin que l'humain, où l'humain rentre en interaction avec le végétal et la terre, eh bien ça implique une idée de travailler ensemble au service de l'abondance. Je trouve ça magnifique. Et donc, reconsidérer l'idée du principe de cause à effet, qui veut qu'une graine qui est plantée au bon endroit et que l'on nourrit d'une manière adéquate va pousser lorsque ses besoins sont respectés. Et donc, ce principe de l'abondance, c'est-à-dire je sème une graine, elle grandit, je la nourris, elle grandit. Ben, c'est un peu comme dans notre vie, on sème des graines et puis on les voit grandir. Il y en a des fois, elles ne grandissent pas. Mais l'idée du jardin, c'est cette idée qu'en fait, on a plein de graines à semer et que ces graines, elles vont nous nourrir alors le corps, l'esprit, les énergies, parce que euh, les plantes ne nourrissent pas uniquement notre corps. On trouve des calories dans des végétaux, on trouve aussi des vitamines, et puis on trouve aussi une énergie du subtil qui va interagir avec nos émotions, avec nos énergies, avec notre vie intérieure profonde. Et avec notre société industrialisée, on a tendance à réduire les ingrédients par le nombre de calories, voire les vitamines. Mais il n'y a pas que ça en fait, hein.
C'est la manière dont pousse une plante, c'est pareil, la manière dont est élevé un animal quand on va le manger, hein, si on mange des animaux. Ok, on peut considérer que l'humain, après tout, peut être prédateur des animaux, de certains animaux, mais c'est toujours la manière, c'est toujours est-ce que cet animal, il a une vie avant de s'offrir en cadeau à un humain? Est-ce que tout ça, ça a été fait avec respect et dans un esprit d'échange? C'est loin d'être toujours le cas. Euh, Donc voilà, retrouver le rythme des végétaux, pour moi, c'est un peu retrouver celui de nos organes, notre estomac, notre foie, nos intestins. C'est vraiment le rythme de la digestion, de la respiration, de la régénération, de la réparation. Notre corps, il a besoin de revenir à ce rythme-là, ce rythme de la nature, ce rythme de la plante qui pousse, quand il a besoin de se réparer. Et si on ne revient pas dans ce rythme lent, en fait, qu'on ne se met pas à l'écoute du subtil, de l'invisible, de ce rythme lent, voire immobile, qui semble immobile en tout cas, eh bien, en fait, il n'y a pas de réparation, il n'y a pas de régénération. Et c'est toujours cette image aussi, si je tire sur une plante pour qu'elle pousse, ça ne va pas marcher. Notre corps, c'est la même chose, encore une comparaison, c'est-à-dire que notre corps, si on veut qu'il guérisse, c'est sûr, on peut le bourrer de produits chimiques pour gagner du temps. Alors ça va marcher sur certaines choses pendant un certain temps, mais on voit bien qu'à la longue, ça va générer d'autres problèmes. Et puis il y a des limites aussi au fait de vouloir tout faire vite. Il y a des limites à ça, il y a des limites à cette dynamique, à cette logique-là, de la rapidité. Alors, moi, je trouve ça génial d'être dans le contrôle de l'être humain, il est fait pour réaliser, pour faire des choses avec ses mains. Enfin, c'est une de ses dimensions, c'est une des dimensions de l'être humain. Donc, je trouve ça génial. Et puis, être capable d'être rapide, plus les choses sont faites rapidement, plus on est satisfait, plus on peut profiter. C'est super aussi d'être capable d'être rapide, d'être efficace. Mais l'humain a aussi d'autres dimensions que le faire. Et le faire, il peut être réalisé avec respect, sans respect, en mode automatique ou avec de la conscience. Tout ça, ce sont des options qui sont comprises dans la machine humaine. Voilà, quels sont nos choix? Qu'est-ce qu'on a envie d'utiliser dans nos options possibles aujourd'hui? Est-ce qu'on a envie, parce que des fois, ça peut être aussi confortable de se réduire à un mode machine, à un mode robot, parce que finalement, on n'a pas à ressentir. Des fois, c'est dérangeant, les émotions. On n'a pas à être conscient, donc c'est dérangeant aussi parfois la conscience, hein. Ça amène à la culpabilité, ça peut amener à remettre en cause toute sa vie. C'est dur la conscience, quoi. Donc, il y a un côté confortable à être en mode robot, à être en mode automatique, en mode je suis en mode d'emploi et je réfléchis pas, conséquences, est-ce que ça a du sens pour moi? Qu'est-ce que ça implique un niveau subtil? Enfin, tout ça, on choisit aussi. L'être humain, il a le choix en fait de développer les parties de lui-même qu'il a envie, en fonction de son milieu, en fonction de ses possibilités, de ses capacités, et en fonction de ses limites aussi. Euh, bon, c'est intéressant, je trouve. En tout cas, le règne végétal est une source de nourriture, d'apprentissage, de guérison, d'harmonisation. À travers les couleurs hein, aussi, on voit bien que les couleurs, la luminosité, tout ça, ça a vraiment un effet profond sur notre vie émotionnelle, sur nos énergies, sur la manière dont on grandit quand on est un enfant, sur la manière dont on vit nos humeurs à tous les âges de la vie. Donc c'est vraiment énorme. Et puis je vais parler un petit peu des autres règnes aussi. Alors il y aurait certainement plein d'autres choses à dire sur le règne végétal. Je vous laisse me faire des commentaires si vous en avez. Moi j'adore en fait toutes ces réflexions, toutes ces lectures sur c'est quoi le sens de tout ça, parce que on a vraiment l'impression qu'il y a une conscience qui a comment ça se fait, qui a mis en place tout ça, comment ça se fait qu'on trouve dans la nature des plantes qui sont capables de nous guérir, de nous soigner, de nous permettre de mieux vivre.
et puis d'avoir une influence sur notre vie émotionnelle, donc d'être plus heureux dans notre vie d'humain. C'est incroyable. Les arbres, pendant longtemps, ont été tout pour les humains. C'était leur maison, en tout cas, ils prenaient le bois pour faire leur maison. Certains arbres servaient d'abri, alors aux humains, mais aussi aux animaux. Source de nourriture, parce qu'on trouve des fruits, mais certaines feuilles se mangent aussi dans les arbres. Le bois peut servir pour nous chauffer. Et puis les arbres sont les poumons de la terre, donc ils nous aident aussi à pouvoir respirer un air pur. Donc il fut un temps où l'arbre était l'alpha et l'oméga pour les humains. Aujourd'hui, ça a un peu changé. Alors on est certes plus nombreux, donc nos besoins sont différents. Mais bon voilà, c'est sûr que ça a beaucoup changé, mais ce rapport sacré en fait à ces végétaux, sans tomber dans l'extrême de dire ah oui, je ne vais pas les manger, mais je pense qu'ils sont là pour ça en fait. Enfin, je pense qu'il y a cette loi de la nature, quand on regarde comment on est fait, en fait, voilà, les plantes sont faites pour nous. Ça ne veut pas dire qu'il faut les saccager, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les utiliser avec respect, mais au contraire, essayer de les comprendre et les cueillir aussi avec parcimonie, ne pas tout enlever sur notre passage pour qu'elles puissent repousser d'une année sur l'autre, ou bien même des fois sur une même saison. Tout ça, ça fait partie aussi de la cueillette consciente, on va dire, et donc voilà, de nos interactions avec le règne végétal. Donc je vais parler maintenant du règne minéral, donc ça va être plus rapide, mais vous voyez, on utilise beaucoup en lithothérapie les pierres, certaines pierres qu'on va garder sur soi pour l'énergie qu'elles dégagent et l'effet qu'elles ont aussi sur nos énergies, sur nos émotions. La roche, le minéral, c'est une matière vivante aussi, hein, qui a subi de l'érosion à travers les époques, qui a peut-être été nourrie par différents minéraux, hein. Parfois, c'est des mélanges qui ont été rajoutés, elles ont été travaillées par le vent, par la pluie, par le soleil aussi qui vient aussi faire sécher et donc avoir un effet, laisser des traces en fait. Ce qui est intéressant, c'est que les roches, sur le monde minéral en fait, est beaucoup associé à la mémoire. D'ailleurs, pendant longtemps, les êtres humains écrivaient, les premières écritures, c'était sur des tablettes d'argile, c'était sur du minéral, parfois sur des pierres qu'on venait graver aussi. Et la pierre a souvent été associée à la mémoire et on voit en fait qu'une pierre, on peut voir son histoire en observant les différentes couches de son épaisseur. On peut lire son histoire sur elle. D'ailleurs, c'est un point commun aussi avec les végétaux, c'est que un tronc d'arbre, en fait, on peut lire son histoire, on peut plus ou moins savoir quel âge il a, etc. Voilà, ils sont immobiles, ils ne bougent pas et on peut lire leur histoire à travers eux. Dans le règne minéral, c'est pareil, on retrouve ce symbole de stabilité, de dureté, de quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, hein, de temps long, parce que la roche, elle met énormément de temps pour évoluer, pour grandir, pour rapetisser, voilà, ça c'est très long, c'est un temps long, il y a beaucoup d'immobilité. Donc voilà, et c'est vraiment le règne de la trace, en fait. C'est toujours cette idée du symbole, de la mémoire, de la trace. On peut observer, et pour connaître, pour faire parler la pierre, il faut l'interroger, il faut l'observer, il faut savoir décrypter les messages qui sont inscrits, les traces, en fait, les traces qui sont sur elle, sur la roche. Tout ça, je trouve ça vraiment assez fascinant, toutes ces roches qui sont là, et qui ont été enrichies à travers le temps, qui ont évolué à travers le temps, et elles sont là pour nous. C'est pas un morceau de plastique qui sort de l'usine. Ça dégage pas du tout la même énergie. Et ça nous relie aussi à l'histoire de la Terre, à l'histoire du monde, en fait, à quelque chose de très profond, comme cette nature aussi, qui symbolise l'abondance et qui nous relie à, à cette idée de l'abondance, à cette idée de quelque chose de perpétuel, puisque c'est une loi universelle de la nature, qui est en nous aussi,
que voilà, une graine qu'on plante, elle va pousser. C'est un peu comme dans le règne minéral, ça nous relie vraiment à des lois universelles, à quelque chose de très ancré, de très profond, de très archaïque en fait, qu'on a toujours plus ou moins en nous. L'histoire de l'humanité, elle est en nous aussi, hein. Ensuite, je vais parler du règne animal. Donc, règne animal, l'animal, donc il peut se mouvoir sur Terre à la manière de l'être humain. L'animal est très connecté à son instinct, voire il ne répond dans ses actions, dans ses actes, parfois uniquement qu'à son instinct. C'est son instinct qui lui dicte ce qu'il doit faire. Donc ça, c'est une dimension qu'on retrouve chez l'humain. L'animal communique aussi par la voix, par des expressions du visage, par des manières de réagir. Il est capable aussi d'exprimer de l'amour, de l'affection, de la haine aussi, de la colère, on le voit. Il passe très très vite de l'un à l'autre aussi. Il est beaucoup dans sa spontanéité. L'animal, il y a un côté enfant dans l'animal. Enfin, on retrouve un peu chez l'enfant cette innocence, puisque l'animal a une pensée assez primitive, hein, primaire, pas forcément hyper élaborée. Et du coup, ça le place dans une éternelle innocence, un état d'innocence. Donc quand il est dans l'amour, il y est entièrement, sans aucun filtre. Quand il est dans la colère, aussi. Et quand il est dans la faim, où il a besoin de manger, il n'y a aucun filtre en fait. Ils n'ont pas du tout cette réflexion de dire bien, mal, je vais tuer un oiseau. Non, non. Voilà, il y a pas ces reculs-là chez l'animal, mais du coup, ça fait de lui une force brute, en fait, moi, je trouve ça très intéressant d'interagir quotidiennement avec des animaux, parce qu'ils nous rappellent cette part de nous, qui fait écho en nous, hein. Et en même temps, ils nous montrent que nous, on a autre chose, on a aussi accès à autre chose. Donc eux, ils ont décuplé leur instinct, leur sens très très fort. Et à la fois, nous, on a moins décuplé, enfin, nos sens se sont beaucoup affaiblis, mais, mais nous avons la possibilité de développer d'autres choses. Et c'est précieux aussi, je pense qu'il faut en être fier. Il ne faut pas dire oui, on est supérieur, inférieur aux animaux. C'est pas ça, c'est juste on est différent. Et par contre, tout en étant très différent, c'est magique de voir qu'en fait, on a des moyens de communication qui peuvent être compatibles. Et moi, ça me fascine toujours la manière dont les animaux peuvent communiquer et puis les manières dont nous, on essaye, chacun avec aussi notre caractère, de s'adapter, de se faire comprendre de ces bestioles que j'affectionne particulièrement. Voilà, et puis alors il y a des études, je vais revenir à la science, mais c'est intéressant, il y a des études qui ont été faites sur le niveau de conscience des animaux. Alors bon, le test que j'avais vu, c'était le test du miroir. Et finalement, on s'aperçoit que très peu d'animaux ont conscience que c'est leur image dans le miroir. Et ils avaient montré qu'il y avait certaines araignées, certains grands singes, l'orque, le dauphin, qui reconnaissent leur image dans le miroir. Et donc, d'après ces scientifiques, ça révélait en fait un degré de conscience sur ces animaux. Bon, tout ça, c'est très intéressant de voir vraiment. Il y a tous les niveaux aussi, hein. Moi, il y a quelque chose aussi. Alors bon, il y a des animaux qui font leurs besoins là où ils sont. Et puis ils marchent dedans, ils vivent dedans, ils dorment dedans. Et puis d'autres non, comme le chat. Le chat, il peut pas vivre, dormir au même endroit où il a fait ses besoins. Et tout ça, c'est vraiment différents degrés d'être, en fait, différentes manières d'être. Et bon, c'est rigolo de comparer, de voir un petit peu comment réagissent les animaux et puis de voir comment ils vivent leur instinct. Et parfois, ça nous choque. Et parfois, on voit aussi qu'il y a certains comportements animaux qu'on retrouve chez les êtres humains. Et on voit aussi toute une variété de comportements, même autour de la reproduction, de la manière dont le mâle s'investit ou pas dans l'éducation de ses petits, ou dans la présence au moins d'être là, dans le fait que les couples restent ensemble ou pas. Il y a certains couples chez les oiseaux qui restent ensemble pendant le temps
et d'élever les petits, puis qui se séparent après. Il y en a qui restent ensemble toute la vie, il y en a qui sont polyamoureux, on va dire. Voilà, et tout ça est dans la nature, en fait. Toutes les façons d'être sont dans la nature, et ce qui est drôle, c'est que chez l'humain aussi, l'humain, il a accès à tout, et puis en fonction de des périodes de sa vie ou de son caractère, il va expérimenter différentes manières d'interagir. C'est assez drôle de faire des comparaisons. Alors ensuite, je vais parler donc des humains. Donc l'humain, en fait, il est assez fragile à la base par rapport aux animaux. Donc il compense avec la connaissance, la technique, la finesse de son art, etc. Enfin, de sa capacité à faire des choses fines avec ses mains. Il peut vivre longtemps grâce à ses connaissances sur la guérison. Et du coup, grâce à sa capacité à comprendre le règne végétal. Et à reproduire aussi, à travers la chimie, on reproduit aussi des substances qu'on retrouve dans la nature. Donc, ça rejoint. Sa santé est très liée au règne végétal. Les plantes, la nature guérisseuse. Alors, j'avais lu qu'on pouvait représenter l'être humain comme un trait d'union entre la terre et le ciel, donc celui qui fait le lien, comme on voit dans beaucoup de religions, de croyances, etc. Celui qui relie la terre et le ciel, le monde de la matière avec le spirituel, qui vient mettre de la conscience dans la matière, en fait. Moi, je trouve ça très beau. Encore faut-il se montrer digne de ça. Voilà, donc tout ça pour dire que le rôle de l'être humain, c'est pas forcément de détruire. Il est capable de le faire aussi. Il est capable aussi de mettre sur pause sa conscience. Il est capable de tout faire. Enfin, voilà, il y a vraiment différentes modalités d'être un humain, pour être un humain. Et je vais finir par parler un peu des éléments et la vision essénienne des éléments. Donc chez les Esséniens, on estime que chaque élément représente une épreuve que nous devons affronter. Donc il y a toute une tradition, j'avais fait une vidéo là-dessus sur l'épreuve du feu. Donc c'est l'épreuve un peu comme si on traversait le miroir et on va affronter nos plus grandes peurs. Et quand on est de l'autre côté du miroir, eh bien la vie n'est plus la même, on est quelqu'un de différent. On a traversé les flammes de notre enfer et on accède à une étape supérieure. Donc chaque élément représente une épreuve, hein, apprendre à nager pour éviter de se noyer, l'air qui nous élève, voilà, il y a différentes manières de... Mais c'est surtout l'eau et le feu, en fait, qui ont été représentés comme des épreuves. Et si on regarde les symboles de chaque élément, si on considère que l'eau est liée aux émotions, l'air au mental, le feu à la pensée, la terre au corps, donc au fer, au fait de faire, on peut faire des associations comme ça aussi qui pourraient représenter des épreuves à travers les éléments. Donc bon, il y a différentes manières de voir les choses. Donc on estime que l'eau permet l'expansion de nos projets. L'eau, elle se répand. Les forces intérieures de nous. Elle représente, donc ça veut dire que l'élément eau permet de faire grandir nos forces. Elle représente la promesse d'une autre rive au bout du chemin. Je trouve que c'est magnifique. L'air permet la vie, nous le respirons. Il est beaucoup associé à la pensée dans beaucoup de traditions. D'ailleurs, chez les hindous, l'élément vata, c'est l'élément air. Et souvent, les profils de gens qui sont un peu trop vata, ils ont tendance à être beaucoup dans leur tête, à être beaucoup, à manquer d'ancrage, à être voilà, beaucoup dans les airs, on va dire, voilà, dans leur tête, quoi. Donc voilà, tous ces éléments. La terre, c'est l'ancrage, mais si on reste juste à un niveau terre, la terre, elle peut aussi juste représenter la matière inerte. Alors, si on considère la terre comme un être vivant, on voit bien que la terre, c'est pas que la matière. La matière, on reste pas au stade de la matière. La terre, elle est associée à la fertilité, à l'abondance,
aux racines, à trouver des repères dans l'espace, hein, et à nous réserver un chemin sur cette terre, sur notre vie sur Terre, notre vie terrestre. Donc voilà, la terre, l'air, l'eau. Donc je ferai d'autres vidéos sur les éléments, je ne vais pas forcément m'épancher là-dessus. Mais voilà, je voulais juste essayer de trouver des manières de regarder les éléments qui nous entourent, les différents règnes, les éléments, pour vraiment réapprendre chacun à peut-être reprendre des habitudes régulières, des piqûres de rappel régulièrement pour se connecter d'une manière consciente à la nature et se rendre compte que tout ça n'est pas là pour rien et qu'on a un rôle à y jouer et que cette idée du jardin où l'homme interagit avec la nature pour créer de l'abondance, je trouve ça magnifique. Revenir un petit peu à ce rapport sain et à ce rapport, voilà, on est un écosystème, on recherche l'harmonie, on se sert. Je pense vraiment que les végétaux sont là pour nous. C'est quand même pas possible qu'ils nous nourrissent, qu'ils nous guérissent. Mais pour autant, si on les saccage, on perd tout. Donc, de quelle manière est-ce qu'on peut utiliser toutes ces forces qui nous sont données, toutes ces richesses, sans les saccager? Voilà, c'est ma question du jour et voilà, proposition de revoir vraiment de manière qu'est-ce que ça nous apporte tout ça, qu'est-ce que ça nous évoque, comment est-ce que je ressens un arbre, une plante, juste en étant connecté à mes cinq sens et pendant un temps, le temps où je me connecte, juste faire abstraction euh, du savoir, du mental, puisque je suis un humain, je suis capable de me connecter à mon mental, je suis capable d'accumuler des connaissances, à partir de ces connaissances de créer des savoir-faire, enfin je suis capable de tout ça et c'est super, mais à des moments déconnectés de tout ça pour revenir au sens et revenir à ce rapport primaire de connexion pure avec chaque élément, enfin, les éléments, l'eau, l'air, etc. Et chaque règne aussi, chaque élément de ce règne végétal, animal. Je pense que c'est riche et ça nous relie à une logique beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus harmonieuse. Et je pense que c'est garant d'un équilibre intérieur harmonieux. Je pense que notre rapport, le lien qu'on entretient avec notre environnement, il est garant ou pas de notre équilibre intérieur, émotionnel, énergétique, physique. Et si on perd en fait ce sens du sacré, ce sens de la gratitude, ce sens de l'émerveillement, ce sens du respect, en fait on se perd soi-même quelque part. On se perd soi-même et on perd notre équilibre, on perd notre harmonie, on perd notre bonne humeur. C'est pas beau la vie d'humain, c'est pas beau la vie d'un humain qui s'est déconnecté de sa conscience, quoi. C'est pas beau, quoi. Voilà, c'était mon message du jour. Et je vous rappelle que j'organise aussi des week-ends yoga nature, où on part une journée entière avec moi et un accompagnateur rando qui nous guide. Et donc on fait de la marche, on fait des pauses, petit exercice yoga, tout ça, et puis des méditations et des exercices de connexion à la nature, essayer de, de retrouver notre nature d'arbre, de nous, de nous connecter vraiment à la force, à l'ancrage de l'arbre, à connaître un peu mieux les plantes et essayer de créer, en tout cas pour une journée, un rapport très particulier avec notre environnement à travers des méditations, une intention, des silences, etc. Et, et en espérant qu'il en reste quelque chose au-delà de la journée. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur mon site internet si ça vous intéresse. Ça se passe dans les Pyrénées et je vais en proposer pas mal cet été. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire si ça vous intéresse. Merci beaucoup pour votre attention et bonne semaine à vous. À bientôt. Au revoir.